Il disait qu'il faisait des filles de véritables étoiles, que mes yeux vides avaient plus de valeur que n'importe quel sourire forcé, que ma beauté brute, ma féminité naturelle étaient l'atout qui balayerait toutes ces mannequins fragiles des podiums. Sa voix était grave, veloutée, enveloppante, comme un cognac rare qu'on boit à petites gorgées et qui trouble l'esprit. Il ne parlait pas seulement, il peignait des tableaux dans lesquels il était impossible de ne pas croire. Et moi, j'y ai cru. Un an plus tard, je me retrouvais au bord d'un gratte-ciel à Lyon, le vent jouant dans mes cheveux parfaitement coiffés, et je ne pensais qu'à une seule chose, avancer d'un pas dans le vide ou reculer vers lui, vers cet homme qui avait transformé ma vie en un enfer luxueux. Le vent sifflait à mes oreilles, étouffant le bruit de la ville en contrebas. Le granit glacé du parapet traversait le tissu délicat de ma robe de haute couture. Je fixais mes ongles vernis, enfoncés dans la pierre, incapable de me rappeler mon prénom. Élise? Élodie? Non. Un projet. Une chose belle, creuse, sans nom. Tout avait commencé par un casting banal dans cette grande ville où j'étais arrivée avec des mains tremblantes et une valise pleine de rêves naïfs. La salle était glaciale, saturée de parfums bon marché et de sueur nerveuse. Des dizaines de filles comme moi venues de province, les yeux brillants, les talons déjà meurtris de trop d'espoir. Nous ressemblions à une volée d'oiseaux apeurés enfermés dans une cage de verre. Toutes fixaient la même porte, celle qui décidait des destins. Chaque poignée qui tournait nous faisait sursauter. Chaque visage illuminé ou ravagé de larmes qui en sortaient nous tétanisait. Quand la porte s'est refermée derrière moi, le silence m'a assourdi. L'air n'était plus le même, stérile, froid, parfumé de bois précieux et de métal. Et je l'ai vu. Il était assis derrière une immense table en verre, assez grande pour contenir tout un foyer. Sans lever les yeux, il feuilletait mon CV imprimé sur un papier bas de gamme. Je me sentais minable, déplacée, maladroite. Ses doigts longs, impeccablement soignés, faisaient glisser les feuilles avec une nonchalance calculée. Approche. Tourne-toi. Sa voix était neutre, glaciale, sans émotion. Il ne me regardait pas comme une personne. Ses yeux parcouraient mon corps, jaugeant les lignes, les angles, le potentiel. C'était le regard d'un chirurgien, d'un sculpteur ou d'un marchand. Je me tournai machinalement, la peau hérissée de frissons sous cette inspection. Intéressant, différent, on va travailler. Ces mots ont résonné comme une révélation divine, mais tout au fond de moi, quelque chose de froid a grincé, comme un engrenage métallique. Une sentence. On m'a tendu une liasse de papier, un contrat épais d'un doigt. Aveuglé par mon rêve, grisé par ces mots, je l'ai signé sans lire les clauses minuscules, pleines de menaces, de droits exclusifs, de soumission totale. J'ai apposé ma signature au bas de ma nouvelle vie, sans même en comprendre les conditions. Ce jour-là, Élise est restée dans cette salle glaciale, parmi les talons usés et le parfum trop sucré. Je suis devenue un projet, le projet Élodie. Les premiers mois furent d'un conte de fées. On m'installait dans un appartement studio avec vue panoramique, à couper le souffle. On m'emmenait sur des shootings pour des magazines dont je n'avais connu que les couvertures dans les salons de coiffure. J'ai défilé sur les podiums européens, ébloui par les flashs, vêtus de robes valant une fortune. Essayages, séances photos, coiffure, maquillage, le monde tournait à une vitesse folle, un kaléidoscope de visages, de villes et d'images. Je flottais, comme porté par des ailes invisibles, sans plus sentir le sol. Mais très vite, j'ai découvert l'envers du décor. Le conte avait des fissures. Ta féminité est ton arme, mais reste subtile. Pas de vulgarité. Laisse planer le mystère, répétait-il comme une incantation en choisissant mes looks. Sa parole était une loi. On m'habillait, on me déshabillait, on me maquillait comme une poupée. Mon avis n'existait pas. Tu ne sais pas, nous savons mieux, lançaient les stylistes en tirant brutalement sur mes cheveux. 2 centimètres de moins à la taille, immédiatement, lâchait-il. Alors je survivais à l'eau et au thé vert, jusqu'à voir danser des étoiles devant mes yeux. Le soir, je m'effondrais dans cet appartement luxueux mais glacé, et au matin, je remettais le masque de déesse froide et intouchable qu'on m'arrachait chaque nuit. J'apprenais à ne plus ressentir, ne plus penser, juste être une image, et j'y arrivais presque. Presque.
Celui qui a vu la fissure dans cette façade parfaite fut un jeune photographe, Marc. On l'avait invité pour un shooting d'un nouveau magazine parisien. Tandis que toute l'équipe admirait mes poses et mon obéissance, lui me regardait droit dans les yeux. Et dans le silence, profitant de l'absence de la maquilleuse, il s'approcha et me souffla « Dis-moi, dans ton cocon de verre, tu ne suffoques pas ?» Sa question s'est plantée en moi comme une écharde, parce que oui, j'étouffais. Son simple murmure avait ouvert une brèche dans le mur que l'on avait bâti autour de moi. Après cela, j'ai commencé à sombrer. Le seul salut qu'on m'a proposé se présentait sous forme de petits comprimés blancs. « Pour mieux dormir », disait-il au début. Puis, pour avoir de l'énergie. Et enfin, pour garder le visage et cacher la fatigue. Et c'était vrai, il m'aidait. Il m'aidait à ne plus sentir, à ne plus penser, à ne plus me souvenir. Il m'anesthésiait de l'intérieur. Et ainsi, je devenais parfaite. Jusqu'au jour où j'ai franchi une ligne invisible. C'était lors d'une soirée mondaine après un défilé. J'ai cédé à un verre de champagne l'estomac vide, puis un autre mélangé à ces pilules pour se détendre. D'abord j'ai ri, nerveusement, sans fin. Puis sont venues les larmes, incontrôlables. Enfin l'hystérie en plein milieu de la foule dorée. Je criais que j'étais un être humain, pas une poupée. Quelqu'un a filmé la scène. En 1 heure, la vidéo tournait partout, accompagnée de commentaires cruels et de moqueries. Je me suis vue à travers cet écran, une silhouette pathétique, le maquillage coulant, le visage tordu de douleur. Ni déesse, ni même femme, juste un spectacle misérable. Paniquée, j'attendais qu'il m'aide, qu'il me protège, comme il l'avait promis au début. Mon équipe est ta famille, on sera toujours là pour toi. Tremblante, j'ai couru à son bureau. Mais quand la porte s'est ouverte, je n'ai rencontré que son regard glacé, parfaitement vide. Dans ses mains, il tenait le contrat que j'avais signé sans le lire. « Tu viens de détruire de tes propres mains la marque qu'on a bâtie. Tu sais combien tu m'as coûté ? Dégage, avant que je ne t'attaque en justice et que je ne récupère chaque centime de ce fiasco. » Il a jeté un coup d'œil au vigile. Celui-ci m'a prise par le bras et m'a conduite dehors. On m'a rendu mon sac, le même avec lequel j'étais arrivée au casting 1 an plus tôt, et l'on m'a poussée à la rue. En 1 seconde, mon monde éclatant s'est effondré. Je croyais que c'était la fin. Je ne savais pas encore que le pire m'attendait, non pas sur les trottoirs glacés de cette ville étrangère, mais là où j'étais contrainte de retourner, chez moi. Le voyage du retour fut interminable. Un train de nuit, l'odeur de nouilles instantanée et de sueur, la couchette étroite. J'étais assise près de la fenêtre, le front collé à la vitre froide, fixant les paysages désolés qui défilaient. Champs nus, forêts rabougries, mornes comme mon humeur. Impossible de dormir. Chaque cliquetis des roues martelait le même mot, raté. Dès que je fermais les yeux, je revoyais son regard glacial et la poigne humiliante du vigile. J'étais un objet, jeté à la poubelle. Ma petite ville de Bretagne m'accueillit avec un vent mordant et une mélancolie qu'on pouvait toucher du doigt. Le ciel gris pesait sur les toits des maisons ternes et sur les trottoirs enneigés. Tout semblait minuscule, étouffant, misérable après l'éclat du monde où l'on m'avait chassé. Je traînais ma valise derrière moi, quelques jeans, une paire de ballerines usées et cette robe de soirée dans laquelle je m'étais couverte de honte. Les passants se retournaient. On me reconnaissait. Des chuchotements me poursuivaient. « Regarde, c'est la fille d'Anne, celle qui faisait la mannequin à Paris. Il paraît qu'ils l'ont jetée dehors, ivre morte. » C'est ma mère qui a ouvert la porte. Sur son visage, pas de joie, pas même de surprise, seulement de la lassitude, la même grisaille que dehors. Elle s'est écartée, me laissant entrer dans cet appartement trop familier, qui sentait la soupe et la vieillesse. « Alors, la grosse tête, c'est fini ?» furent ses premiers mots. Pas « comment vas-tu ?» Pas « qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle savait déjà. La vidéo avait voyagé jusque-là. « Maman, j'ai voulu expliquer, mais ma gorge s'est serrée. »« Je t'avais prévenu, tu nous as humiliés. Comment je vais regarder mes voisines maintenant ? Tu aurais mieux fait de devenir comptable, comme je le voulais, » cria-t-elle, déversant des mois de rancune. Chaque jour qui suivit ressemblait à une torture. Je m'enfermais dans ma chambre, persuadée que même les murs me jugeaient. Les vieilles photos sur la table de chevet, où j'étais une collégienne au visage rond, me semblaient se moquer de moi. Dans la rue, les voisines se taisaient dès que je passais. Les anciens camarades d'école détournaient les yeux au supermarché, ou lançaient des piques. « Alors, Paris t'a recraché ?» Tous enlevaient le même regard. Voilà la prétentieuse qui a échoué. Elle est revenue à sa place. À l'intérieur, c'était le vide absolu. Un champ de cendres. Je ne pleurais même plus. Les larmes ne venaient plus.
Je pouvais rester des journées entières couchée sur le canapé, fixant le plafond, incapable même de me lever pour manger. Mon rêve s'était évaporé, et moi, je n'étais plus qu'une idiote naïve qui y avait cru. Derrière la cloison, la toux persistante de ma mère résonnait comme un reproche. « Je suis malade, et toi, tu perds ton temps avec tes bêtises. » Puis ont commencé les pensées. D'abord discrètes, comme des insectes, puis de plus en plus obsédantes. L'idée qu'il n'y avait pas d'issue, que ce monde gris, ces regards accusateurs, voilà ma vie. Que tout ce qui avait brillé avant n'était qu'une illusion cruelle. Je comptais les pas jusqu'à la pharmacie. J'évaluais la hauteur du balcon. Ce n'était pas le désir de mourir. C'était seulement l'envie d'arrêter la douleur. Et c'est alors que dans ce noir complet, mon téléphone a vibré. Un message. Un numéro inconnu, mais je reconnaissais son style. On peut arranger les choses. La vidéo est presque oubliée. Il y a une porte de sortie. Une nouvelle histoire. L'histoire d'une renaissance. Reviens, mais à mes conditions. Réponse demain au plus tard. Tout s'est figé en moi. Puis mon cœur s'est emballé. Un espoir fou. Une chance. L'occasion de revenir, de prouver à tous que je valais quelque chose, de faire taire les voisins, de réduire ma mère au silence. Le mot brûlait mes yeux. Reviens. J'étais à 2 doigts de répondre oui. Mes doigts glissaient déjà vers le clavier. Mais le destin, sans doute, a eu pitié de moi. Ce soir-là, en faisant défiler les réseaux pour tromper l'ennui, je suis tombée sur une photo. Un vieux site industriel abandonné, à la périphérie même de ma ville. L'image donnait à ses poutres rouillées et à ses vitres brisées une allure presque majestueuse, empreinte de mélancolie. En dessous, une légende. Nous cherchons un décor. L'impression compte plus que l'apparence. Signé Marc. Le même photographe. Celui qui un jour m'avait demandé « Tu ne suffoques pas dans ton cocon de verre ?» Sans réfléchir, je lui écris. Tout d'un trait. « C'est Élodie, le shooting. Je suis ici, dans cette ville. Vous vous souvenez de moi ?» Sa réponse fut immédiate. « Bien sûr que je me souviens. Rendez-vous demain matin ? Je connais un endroit tranquille. » Nous nous sommes retrouvés dans un café miteux près de la gare, saturé d'odeurs de friture et du parfum trop fort de la serveuse. Je tremblais comme une feuille, et je parlais sans arrêt, répétant son message, le téléphone serré dans mes mains, comme si j'avais peur qu'il disparaisse. « Tu comprends, c'est une chance. Je peux réparer les choses, tout recommencer, » disais-je presque en larmes. Il m'écoutait, sans m'interrompre. Son calme me déstabilisait. Puis il posa une seule question. Une seule. Mais elle renversa tout. « Et toi, Élise, qu'est-ce que tu veux ?» Pas Élodie, le projet Lamarck. Je me suis tue. Le silence s'est installé, ponctué seulement par le souffle de la machine à café. J'ai fouillé en moi, cherchant une réponse. Rien. Juste le vide. La peur. Les attentes des autres. Puis mes yeux se sont remplis de larmes. Je me suis effondrée. Là, au milieu de ce café délabré. Incapable de m'arrêter. Parce que je n'avais pas de réponse. Parce que je ne savais plus qui j'étais. Marc a sorti son vieil appareil photo argentique, rayé par le temps. « Ne retournons pas en arrière, » dit-il doucement. « Montrons-leur la vraie toi, sans artifice, avec tes cicatrices, tes larmes, ta douleur. Ce sera la séance la plus honnête de ta vie. Juste, essayons. » À cet instant, mon téléphone vibra à nouveau. Un dernier message, glacial. « Le temps est écoulé, ton silence vaut refus. Pour moi, tu n'existes plus. » Je lus ces mots, puis levai les yeux vers Marc et sa vieille caméra. J'ai eu l'impression qu'une vague glacée me traversait. Pour la première fois, je n'étais plus un objet. Je n'existais plus pour lui. Mais au lieu de douleur, j'ai ressenti une libération. Avant de bloquer son numéro, j'ai tapé ma dernière réponse. 3 mots seulement. J'existe. Vous n'avez jamais su me regarder vraiment. Nous sommes partis ensemble vers l'usine abandonnée, ce géant de fer rouillé, endormi aux abords de la Lille. Symbole de tout ce que j'avais fui et de tout ce à quoi j'étais revenu. Puissant Jordis, désormais mort et inutile. Le vent s'engouffrait dans les halls vides, hurlant dans les vitres brisées, chargé d'odeurs de métal froid et de poussière. Un décor parfait pour un enterrement. L'enterrement d'Élodie. Marc ne me pressait pas. Il avançait à mes côtés, silencieux, levant parfois sa caméra, sans déclencher. Sa présence muette avait quelque chose d'apaisant. Il ne cherchait pas à me consoler,
ni à me couvrir de phrases creuses. Il était simplement là. « Par quoi veux-tu commencer ?» demanda-t-il enfin au milieu d'un immense hall au plafond éventré, d'où pendaient des lambeaux d'isolant comme des drapeaux funèbres. Je balayai du regard ce royaume en ruine. Les mots me vinrent, hésitants, brisés. J'ai toujours été peur du silence. Dans mon appartement luxueux, il était assourdissant. Pas le silence paisible, non, celui de la solitude, comme ici. Et tout s'est libéré, d'abord timidement, puis avec de plus en plus de force jusqu'à l'explosion. J'ai parlé. Tout ce que j'avais tu, tout ce que je n'avais jamais osé admettre. Je racontais la salle glaciale du casting, son regard sur moi comme sur un morceau de viande, le premier vertige, la première nuit de larmes et de douleur dans mes jambes, que je cachais même à moi-même. Les régimes, jusqu'à voir trouble, pendant qu'on me répétait « La beauté exige des sacrifices ». Et moi j'y croyais. Je croyais qu'il était normal d'être une victime. Je sanglotais, agenouillée sur le béton poussiéreux, mes larmes laissant des taches sombres. Je criais dans le vide, et l'écho me renvoyait ma propre voix, déformée par la douleur. Puis je riais, à travers mes larmes, en évoquant les absurdités des stylistes. « Tes pommettes manquent de relief, plus de contours. Tes sourcils font trop provincial. Il faut les raser et les redessiner. » Marc photographiait, toujours en silence. Il capturait mes mains tremblantes, mon dos voûté, mon visage ravagé de larmes, mes vieilles baskets déformées, contrastant avec mes ongles vernis, brisés mais encore colorés. Les murs rouillés derrière moi, me rendant minuscule et fragile. À un moment, vidé, je me suis adossée au mur froid et rugueux. L'hystérie était passée. Restait seulement une fatigue immense et, étrange, une légèreté nouvelle, comme si j'avais porté un fardeau invisible pendant des années et qu'enfin je l'avais laissé s'écraser sur le sol. « C'est fini ?» demanda doucement Marc en baissant son appareil. J'ai hoché les têtes, incapable de parler. « Tu sais, reprit-il en s'asseyant aux côtés de moi sur une poutre rouillée, les clichés les plus forts naissent quand on arrête de jouer, quand on est simplement soi, avec sa douleur, sa peur, sa fragilité. Voilà la vraie beauté, voilà la force. » Nous sommes restés longtemps, en silence, dans ce hall glacé. Ces mots pénétraient en moi lentement, comme une chaleur discrète. Il n'a pas dit « tout ira bien », il a juste reconnu ma douleur, et cela valait plus que toutes les promesses. Quand nous avons quitté l'usine, la nuit tombait déjà. Les rues grises de la ville ne me semblaient plus aussi laides. Elles étaient simplement réelles. Le soir même, de retour dans ma chambre, j'ai osé pour la première fois depuis longtemps me regarder dans un miroir. Pas celui des appartements parisiens, immenses où Élodie vérifiait son maquillage impeccable, mais ce petit miroir ancien, avec son cadre en bois usé, qui m'avait vue adolescente. J'y ai découvert un visage gonflé de larmes, sans maquillage, les cheveux en bataille. Et, chose étrange, je ne l'ai pas détesté. J'ai vu mes cernes, mes rides naissantes, ma fatigue. J'ai vu moi, pas une déesse, pas une image, une femme vivante, réelle. Ma mère est entrée. « Qu'est-ce que tu fixes comme ça ? Tu vas encore te maquiller ?» Son ton n'était plus aussi acide qu'avant, juste l'habitude. Je n'ai rien répondu. J'ai pris ma vieille trousse de maquillage, celle que j'avais ramenée de Paris sans la jeter, et je l'ai vidée dans la poubelle. Toute cette armure artificielle. Puis, j'ai lavé mon visage à l'eau tiède et je me suis couchée. Pour la première fois depuis des mois, je me suis endormie aussitôt, sans cachet, sans cauchemar, sans peur du lendemain. Le lendemain matin, Marc m'a envoyé quelques clichés bruts. Je les ai ouverts le cœur battant, certaine de me voir pitoyable. Mais ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Sur ces photos en noir et blanc, il n'y avait pas une fille humiliée. C'était une femme forte, fatiguée, abîmée, les yeux rougis, les cheveux défaits, mais dans son regard une étincelle brûlait, une étincelle de vie. Sur un cliché, je criais. Ce n'était pas un cri de faiblesse, mais de libération. Sur un autre, je riais à travers mes larmes, un rire qui connaissait le prix des deux. Et sur le dernier, j'étais assise, les genoux serrés contre ma poitrine, fixant l'objectif. Et ce regard était le plus puissant. Franc, nu, désarmé, et donc incroyablement fort. J'ai pleuré en les regardant, mais c'était d'autres larmes, des larmes de purification. « Merci », ai-je écrit à Marc. « Ce n'est pas moi, c'est toi. J'ai juste appuyé au bon moment », répondait-il. Le projet s'est imposé de lui-même. Nous l'avons appelé « fragilité », non pas comme une faiblesse, mais comme l'essence de ce qui est le plus précieux. Le verre, l'acier, l'âme humaine, tout ce qui est puissant et fragile. Et c'est dans cette fragilité que réside sa vraie force.
Je ne savais pas ce qui allait suivre. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'en avais envie. Nous avons travaillé plusieurs semaines. Une période étrange, presque thérapeutique. Chaque jour, Marc et moi nous retrouvions dans des lieux inattendus. Des chantiers abandonnés, des usines désertes, des terrains vagues où l'herbe sèche poussait entre le gravier. Nous ne fixions jamais d'heure précise. Il m'écrivait simplement « La lumière est belle aujourd'hui ». Alors je sortais sans savoir où ni pourquoi. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressée. Je n'avais plus peur d'arriver en retard, de mal faire. Marc parlait peu pendant les séances. Il ouvrait un espace et je le remplissais. Parfois, nous restions des heures assis sur un bloc de béton, à regarder le vent jouer avec un sac plastique ou un rayon de soleil traverser une fissure dans le toit. Ce silence n'était pas vide, il était plein. Il n'exigeait rien. Il me permettait d'exister simplement, d'être Élise, maladroite, fragile, perdue, mais authentique. Petit à petit, j'ai commencé à remarquer les détails. Une fissure dans un mur, semblable à une carte inconnue. Une goutte d'eau suspendue à un tuyau rouillé, scintillant comme un diamant. Un brin d'herbe obstiné, perçant l'asphalte. Ce monde que j'avais toujours cru terne était en réalité plein de textures, de couleurs, de vie. Il suffisait d'arrêter de courir. Un jour, en fouillant le grenier, j'ai retrouvé mon premier appareil photo, un petit compact offert pour mes 16 ans. Je l'ai dépoussiéré, inséré des piles. Il a fonctionné. L'objet était léger, banal, mais dans ma main, il réveilla une émotion oubliée, la curiosité. Alors j'ai commencé à photographier. D'abord pour moi, le brin d'herbe, la rouille qui ressemblait à une peinture abstraite, le reflet des nuages dans une flaque, mon visage dans un miroir fendu, sans crainte cette fois, avec intérêt. Je montrais mes images à Marc. Il regardait en silence, parfois hochait la tête. Un jour, il a dit « C'est un beau cliché, tu as le sens du moment ». Cette phrase simple a eu plus de valeur que toutes les louanges des photographes de mode, parce qu'elle était vraie. En parallèle, nous avons finalisé Fragilité. Ce n'était pas une simple série de photos, c'était une histoire, celle d'une chute, puis d'une lente renaissance. Nous l'avons mise en ligne sur une plateforme indépendante, sans attente, juste pour tourner la page. La réaction fut immédiate. D'abord quelques messages d'amis de Marc, puis de parfaits inconnus, puis des dizaines, des centaines, des commentaires, des partages, des lettres privées. C'est bouleversant de sincérité, merci. J'ai pleuré en regardant ces images. J'ai vécu la même chose dans la publicité. Vous montrez ce dont personne n'ose parler. Merci pour ce courage. C'est mon histoire aussi. Je suis revenue dans ma ville, brisée. Merci de me donner de l'espoir. Des filles m'écrivaient. Des filles ordinaires venues de partout. Elles racontaient leurs blessures, leurs humiliations, leurs rêves piétinés. Elles me confiaient leurs complexes, leurs peurs, leurs difficultés à retrouver une vie normale après l'éclat artificiel. Elles me remerciaient, parce que j'avais eu la faiblesse de tomber et la force de le montrer. Pour la première fois, ma vulnérabilité n'était pas un défaut, elle devenait ma voix. Assise dans ma petite chambre, je lisais ces messages en pleurant, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. Je n'étais pas seule. Nous étions une armée, abîmée par le système des faux idéaux, et nous nous relevions, lentement. Un soir, alors que je lisais encore ces messages, ma mère est entrée avec une tasse de thé. Hésitante, elle m'a demandé « C'est toi dont il parle sur Internet ?» J'ai acquiescé, attendant ses reproches. Elle a gardé le silence quelques secondes, les yeux fixés sur la vapeur. Puis elle a murmuré « Les photos sont belles. » Dures, mais belles. Elle est sortie sans rien ajouter. Ce n'étaient pas des excuses, ce n'était pas un « je suis fière », mais pour nous deux, c'était déjà énorme. La glace commençait à se fissurer. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Pas un message, un appel. Et sur l'écran, un numéro que j'avais effacé de ma mémoire, mais que je reconnaissais aussitôt. Le sien. Mon cœur a chuté, réveillant cette peur sourde que je croyais disparue. Ma main a failli rejeter l'appel, mais je me suis arrêtée. Je n'étais plus la petite fille apeurée. J'ai décroché. Élodie ? Sa voix était toujours la même, chaude, confiante, ensorcelante. Élise, ai-je corrigé d'un ton calme. Un silence bref,
Il n'était pas préparé à cela. « J'ai vu ton projet », dit-il avec une ironie subtile. « Très émouvant, très humain. C'est à la mode, tu sais. L'authenticité, les histoires vraies, la résilience. » Je l'écoutais, et chaque mot bâtissait un mur de pierre entre nous. Il ne voyait pas ma douleur. Il voyait une opportunité. Un nouveau produit. « J'ai une proposition. Reviens. On fera de ton histoire la renaissance la plus médiatisée de la saison. Nouveau contrat, nouvelles conditions. Tu ne seras pas seulement un mannequin. Tu deviendras un symbole de la lutte contre le système que tu as dénoncé si brillamment. Ta cote montera en flèche. » Il offrait tout. La gloire, l'argent, la revanche. Il était sûr que je tomberais dans le piège. Mais ses paroles glissaient sur moi. Elles n'avaient plus de pouvoir. « Tu sais ce que je vais te répondre ?» ai-je murmuré. « Bien sûr. Tu es une fille intelligente, Élise. Tu ne rateras pas ta chance. » J'éclatai de rire, un rire léger, sincère, né de ma liberté retrouvée. « Non, tu ne sais pas. Tu n'as jamais su. » J'ai raccroché. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je tenais encore le téléphone dans ma main, écoutant mon propre souffle. Où était la peur habituelle? L'angoisse? L'incertitude? Disparue. En moi, il n'y avait qu'un calme profond, comme après une longue tempête. Je ne regrettais rien, je n'avais pas peur. J'étais simplement là. Et c'était suffisant. Quelques jours plus tard, Marc m'a proposé une dernière séance. Pas dans des ruines, pas dans des lieux symboliques. Ici, dans ma ville. Nous avons marché dans mes rues d'enfance, devant mon école, dans le petit parc aux balançoires rouillés. Je ne baissais plus les yeux, je croisais les regards, je respirais à plein poumon. Les habitants, jadis moqueurs, me regardaient autrement, certains avec curiosité, d'autres avec respect. Le projet Fragilité avait atteint jusqu'ici. Nous avons terminé là où tout avait commencé, sur le toit de l'usine abandonnée, mais cette fois, je ne tremblais pas au bord du vide. J'étais au centre du toit, solide. Le vent bousculait mes cheveux, libres et simples. Je fixais l'horizon, les lumières de ma ville, sans penser à tomber ni à reculer. Je regardais et j'étais partie prenante de ce paysage. Marc a déclenché. La dernière photo. Pas dramatique, pas désespérée, paisible, acceptée. Fragilité a continué à vivre. Des médias indépendants l'ont relayée. Des lettres continuaient à arriver. Mais désormais, je ne me contentais pas de lire. Je répondais. Pas avec des conseils, mais avec ces mots simples. Je t'entends, je te comprends, tu n'es pas seule. Et souvent, c'était assez. Un jour, une fille d'une ville voisine m'a écrit. Elle a envoyé une photo maladroite prise avec son téléphone et a demandé « Et moi, tu crois que je peux y arriver ou je ne suis pas faite pour ça ?» J'ai regardé ses yeux pleins de doute. J'y ai vu moi 1 an plus tôt. Je n'ai pas voulu lui servir de belles phrases. Je lui ai proposé de nous rencontrer. Nous nous sommes assises dans le même café miteux près de la gare. Rouge de gêne, elle m'a raconté son rêve de devenir styliste, les moqueries de ses camarades. Je l'ai écoutée, puis j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré nos premières photos brutes, celles de l'usine. Mon visage ravagé, mes yeux gonflés. « Voilà qui j'étais », lui ai-je dit. « Alors oui, tu peux. Mais la vraie question, c'est « qu'est-ce que toi, tu veux ?» Pas une styliste de magazine, toi. Elle a fondu en larmes, là, dans ce café. C'était son début. Puis, d'autres filles sont venues. Elles ne cherchaient pas une baguette magique, ni un ticket pour une vie dorée. Elles venaient parler, s'asseoir auprès de quelqu'un qui comprenait. Je ne les sauvais pas, je les accompagnais, comme Marc l'avait fait pour moi. Un soir, ma mère est rentrée alors que 2 jeunes filles étaient chez moi, en train d'apprendre à utiliser la caméra de leur téléphone. Elle n'a rien dit, elle a posé une assiette de biscuits sur la table et s'est retirée. Plus tard, je l'ai entendue au téléphone. Oui, c'est ma fille. Elle fait de la photo. Maintenant, elle a du talent. Dans sa voix, il n'y avait plus de lassitude. Il y avait de la fierté. Je n'ai pas remis les pieds sur un podium. Je ne suis pas devenue l'égérie de grandes marques. Je suis restée ici, dans ma ville. Je photographiais les gens, leurs cicatrices, leurs histoires. Puis des entrepreneurs locaux m'ont sollicité.
Fatigué des images stériles de banques d'images, il voulait du vrai. Et moi, je le trouvais dans les rides d'un vieil homme, dans les rires des enfants, dans la lumière sur l'asphalte fissuré. Mes clichés n'étaient pas parfaits, mais ils étaient vivants. Il m'a rappelé une fois encore, pile 1 an plus tard. Sa voix était toujours la même, veloutée, mais j'y ai perçu une légère fissure, une hésitation qu'il dissimulait mal. Il parlait encore de contrat, de perspective, de la tendance du moment. L'histoire de la lutte, disait-il avec un enthousiasme presque fébrile. Tu pourrais être le visage d'un mouvement entier, lançait-il, sûr de son effet. Je l'écoutais, les yeux posés sur la pluie qui glissait le long de ma fenêtre. Chaque goutte se transformait en petite perle de lumière. Je le suis déjà, répondis-je calmement. Mais ce mouvement n'a rien à voir avec un visage. C'est une question d'âme, et ce n'est pas à vendre. De l'autre côté du fil, le silence s'alourdit, vexé. Dommage. Tu perds beaucoup, lâcha-t-il froidement avant de couper la communication. J'ai posé le téléphone et j'ai souri. Je ne perdais rien. J'avais tout gagné. Moi. Parfois, je retournais sur le toit de l'usine. Je restais là, debout, regardant ma ville. Ses rues grises, mais vivantes. Le vent s'engouffrait dans mes cheveux. Il ne sentait plus la laque et le luxe. Il sentait la pluie, la poussière et la liberté. Je ne me tenais plus au bord. J'étais au centre de ma vie. Et je savais que ma force n'était pas dans l'approbation des agents ni dans l'éclat des podiums. Elle résidait dans ma capacité à rester moi-même, à accepter ma fragilité, à me relever. Et quand une fille aux yeux vides et aux talons meurtris se présentait à moi, je la regardais droit dans les yeux et je répétais la phrase que Marc m'avait un jour offerte. « Dis-moi, tu ne suffoques pas toi aussi ?» Alors, commençait sa première séance, la plus honnête. Ces rencontres se multipliaient. Chaque histoire était unique, mais toutes portaient la même cicatrice. Des rêves brisés, des humiliations, le sentiment d'être jeté comme des objets. Et chaque fois, je photographiais. Pas de pose, pas de masque, mais la vérité. Une larme suspendue, un sourire fragile, une main tremblante. Un jour, une jeune femme est arrivée avec un sac de courses. Elle m'a tendu maladroitement une pomme. Elle a dit simplement « Merci. Tu m'as sauvée. » Je n'ai pas su quoi répondre, parce que je n'avais sauvé personne. J'étais seulement restée là, à écouter. Marc et moi continuons à travailler ensemble, mais désormais c'était différent. Nous n'étions plus photographes et modèles, nous étions 2 regards posés sur la vie. 2 âmes qui cherchaient la beauté dans ce qui est imparfait. Un soir, alors que nous trions des clichés, il m'a dit « Tu sais, Élise, tu n'as plus besoin de moi pour raconter ton histoire. Tu sais le faire toute seule. » Ces mots m'ont émue, parce qu'ils étaient vrais. Peu à peu, je me suis construite une nouvelle place, non pas sous les projecteurs, mais au milieu de visages vrais, de regards sincères. J'organisais de petits ateliers pour des adolescentes qui rêvaient, comme moi autrefois, de briller. Je ne leur brisais pas leurs rêves, je leur montrais qu'il existait d'autres lumières, moins éblouissantes, mais réelles. Un jour, en regardant une de mes élèves, j'ai vu ses yeux s'illuminer. Elle avait trouvé son propre regard, sa propre force. Et j'ai compris que tout ce que j'avais traversé avait un sens. Je n'étais plus Élodie, le projet, ni Élise, la fille brisée. J'étais une femme qui avait appris que la fragilité n'est pas une faiblesse. C'est un langage, celui de la vérité. Et c'est ce langage que je voulais désormais parler. Avec le temps, le projet Fragilité a pris une ampleur inattendue. Des journalistes indépendants en ont parlé, puis des galeries alternatives, puis des associations. Les messages continuaient d'affluer, des dizaines, des centaines. Je lisais les histoires de femmes du monde entier. Certaines avaient vécu la même descente que moi dans la mode, d'autres venaient d'univers totalement différents. La publicité, la danse, même le sport. Mais toutes portaient la même blessure, celle de s'être sentie utilisée, façonnée, puis jetée. Je répondais autant que je pouvais. Parfois, un mot suffisait. Je t'entends. D'autres fois, je passais des heures à écrire. Je ne donnais pas de solution, j'en avais pas, mais je savais écouter. Et pour beaucoup, c'était déjà énorme. Un jour, une jeune fille est venue jusqu'à ma porte. Elle s'appelait Clara. Elle tremblait tellement qu'elle avait du mal à parler.
Elle avait vu mes photos et m'avait écrit pendant des semaines sans oser me rencontrer. Finalement, elle avait pris le train depuis un village voisin. Nous sommes allés marcher le long de la rivière. Elle m'a raconté son histoire. Un père violent, une école où on se moquait d'elle, un rêve de devenir chanteuse. Elle parlait d'une voix cassée, mais dans ses yeux, j'ai reconnu cette flamme. Fragile, vacillante, mais bien là. Je ne sais pas si j'y arriverai, m'a-t-elle dit. La vraie question, c'est « Est-ce que tu veux essayer ?» ai-je répondu. Elle m'a regardé longtemps, puis elle a souri timidement. C'était suffisant. Ces rencontres me nourrissaient autant qu'elles les nourrissaient elle. Chaque histoire réveillait en moi la mémoire de ma propre chute, mais au lieu de me blesser, elle me donnait de la force, comme si partager la douleur la rendait plus légère. Marc continuait de m'accompagner. Parfois il prenait des photos, parfois non. Souvent, nous parlions peu, mais sa présence était comme une encre. Il ne cherchait jamais à me diriger, il me laissait être. Un soir d'automne, nous étions assis sur les marches d'une ancienne usine. Le vent portait l'odeur de feuilles brûlées. Marc regardait l'horizon, puis il a dit doucement « Tu sais, Élise, tout ce que tu fais maintenant, c'est plus fort que n'importe quel défilé. » Je n'ai rien répondu, mais ces mots ont résonné longtemps en moi. Ma mère, de son côté, avait changé elle aussi. Elle ne faisait plus de remarques acides. Un jour, je l'ai entendue au marché dire à une voisine « Oui, c'est ma fille, elle est photographe maintenant. Elle aide les jeunes. » Il y avait dans sa voix une fierté maladroite, mais réelle. Cela valait plus que toutes les excuses. Peu à peu, ma petite chambre est devenue un refuge pour d'autres. Des adolescentes y passaient, parfois juste pour parler, parfois pour apprendre à photographier. Nous sortions ensemble dans les rues, capturant des détails que personne ne regardait. La fissure d'un trottoir, un rayon de soleil sur un vieux mur, un sourire furtif. Elle découvrait qu'il n'y a pas besoin de podium pour exister, qu'il suffit de voir. Je n'étais plus un objet qu'on façonne, je n'étais plus une victime, j'étais un témoin, et à ma manière une passeuse. Un soir d'hiver, j'ai reçu une invitation inattendue. Une petite galerie de Nantes voulait exposer « Fragilité ». Je suis restée longtemps à fixer le message, le cœur serré. C'était une reconnaissance. Mais surtout, c'était une épreuve. Oser montrer ses photos au monde, pas seulement sur Internet, mais dans une salle, devant des yeux inconnus. Marc m'a encouragée. Ce n'est pas ton passé qu'on verra, c'est ta vérité et elle mérite d'être partagée. J'ai accepté. L'exposition à Nantes a marqué un tournant. La salle était petite, modeste, mais remplie d'une chaleur inattendue. Les murs étaient tapissés de mes photos en noir et blanc, mes cris, mes larmes, mes rires à travers la douleur. Les visiteurs circulaient en silence, certains les yeux embués. Je les observais, le cœur battant, me demandant comment ils allaient réagir. Une femme d'une 50aine d'années s'est approchée de moi. Sa main tremblait en tenant son sac. « Merci », a-t-elle soufflé. « Vous avez mis en image ce que je n'ai jamais réussi à dire. » Je n'ai pas trouvé les mots pour les répondre. Je lui ai simplement serré la main. Et dans ce geste, j'ai senti tout le poids de son histoire. D'autres personnes venaient, parlaient peu, parfois pas du tout. Leur regard suffisait. Ce soir-là, j'ai compris que ma douleur n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à ceux qui la reconnaissaient en eux-mêmes. Marc se tenait en retrait, comme toujours. Il souriait légèrement, satisfait mais discret. À la fin, il m'a dit « Tu vois, tes cicatrices peuvent être des phares pour d'autres. » Après l'exposition, des portes se sont ouvertes. On m'a proposé d'autres galeries, d'autres projets. Mais je choisissais avec soin. Je ne voulais pas retomber dans le piège des contrats, des promesses brillantes. Je voulais rester fidèle à ce langage de vérité que j'avais trouvé. Un matin, j'ai reçu une lettre d'une école d'art locale. Ils me demandaient d'animer un atelier pour leurs élèves. J'ai accepté sans hésiter. Je me suis retrouvée face à une vingtaine de jeunes, au regard plein d'attente et d'insécurité. Je leur ai raconté mon histoire, sans phare. Certains ont baissé les yeux, d'autres ont hoché la tête. Puis nous sommes sortis avec nos appareils. Nous avons photographié des murs fissurés, des ombres, des visages ordinaires. Et peu à peu, ils ont compris. L'art n'est pas dans la perfection, il est dans la vérité. Pendant ce temps, ma mère changeait doucement. Elle ne me reprochait plus mes choix. Un soir, alors que nous dînions ensemble, elle a dit simplement « Tu as trouvé ta place ». C'était la première fois que je l'entendais prononcer quelque chose de semblable. Je n'étais pas redevenue la fille docile qu'elle avait espérée, mais je n'étais plus non plus la honte de la famille. J'étais moi. Et puis, un jour, il a réapparu. Pas avec un appel cette fois, mais en personne. J'étais à la sortie d'un atelier quand je l'ai vu. Toujours élégant, costumé impeccable, regard rassuré.
Mais dans ses yeux, j'ai perçu une fatigue que je n'avais jamais vue avant. « Élise, dit-il, avec ce sourire qu'il croyait irrésistible, tu as changé. » Je suis restée immobile, sans répondre. Mon cœur ne s'est pas emballé. Pas de peur, pas de fascination, seulement une distance froide. « Je voulais te féliciter, » poursuivit-il. « Tu as su rebondir, mais tu pourrais aller plus loin. Avec moi, tu pourrais porter ce mouvement au sommet. » Ces mots sont nés creux. Autrefois, ils auraient eu sur moi l'effet un sortilège. Aujourd'hui, ils résonnaient comme une vieille chanson éraillée. « Je n'ai plus besoin de toi, » ai-je répondu calmement. Son sourire s'est figé. Il n'a pas insisté. Il a simplement incliné la tête, comme s'il reconnaissait une défaite. Puis il est parti. En le regardant s'éloigner, j'ai senti un poids quitter définitivement mes épaules. Ce chapitre était clos. Après cette rencontre, j'ai su que je ne serais plus jamais prisonnière de son monde. Je marchais dans les rues de ma ville et chaque pas me semblait plus solide. Les gens me regardaient différemment. Certains m'arrêtaient pour me parler, d'autres se contentaient de sourire. Je n'étais plus la fille qui avait échoué, mais la femme qui avait survécu. Les projets se multipliaient, mais je choisissais avec discernement. Je ne voulais pas de gloire vide, je voulais de la sincérité. Je photographiais des ouvriers, des enfants jouant dans la cour d'école, des femmes âgées au marché. Je cherchais de la lumière dans leurs rides, dans leurs gestes quotidiens. Chaque cliché était une rencontre, un fragment de vérité. Un jour, j'ai été invitée à participer à une table ronde sur l'art et la société. Je me suis retrouvée assise aux côtés de critiques, de galeristes, de professeurs. Tous parlaient avec des mots compliqués, des concepts savants. Quand vint mon tour, j'ai dit simplement « L'art, ce n'est pas une vitrine, c'est un miroir. Il nous renvoie ce que nous n'osons pas regarder. » Un silence a suivi, puis un applaudissement timide a éclaté. D'autres l'ont suivi. Je n'avais pas besoin de plus. Pendant ce temps, mon atelier informel attirait de plus en plus de jeunes. Certaines venaient avec des rêves flous, d'autres avec des blessures profondes. Je ne promettais rien, je leur donnais seulement un espace pour être elles-mêmes. Nous photographions ensemble, nous parlions beaucoup, et souvent, elles repartaient avec une étincelle nouvelle dans le regard. Ma mère, de son côté, observait tout cela en silence. Un soir, alors que je rentrais tard, elle m'attendait dans la cuisine. Elle avait préparé un gâteau. « C'est pour toi », dit-elle maladroitement. « Pour fêter, je ne sais pas quoi, mais pour fêter quand même. » Je l'ai regardée, les yeux humides. C'était la première fois depuis des années qu'elle faisait un geste aussi tendre. Le projet Fragilité continua de voyager. On m'envoya des invitations pour l'étranger, mais je refusais la plupart. Je ne voulais pas être happée par une nouvelle spirale. J'acceptais seulement quand je sentais que c'était juste. Un jour, une lettre est arrivée d'Italie. Une petite galerie à Milan voulait exposer mes photos. Le symbole me frappa de plein fouet. Milan, la ville où j'avais failli mettre fin à mes jours. J'ai hésité longtemps. Marc m'a dit « Tu n'as rien à prouver, mais si tu y vas, ce ne sera pas pour eux, ce sera pour toi. » Alors, j'ai accepté. À Milan, la ville m'a paru différente. Non plus menaçante, mais lointaine, presque étrangère. L'exposition se déroulait dans un ancien entrepôt, transformé en galerie. Les murs nus, l'odeur de pierre et de peinture fraîche. J'y ai vu mes photos suspendues, témoins de ma renaissance. Le soir du vernissage, j'ai monté sur la scène improvisée pour dire quelques mots. J'ai regardé la foule, critiques, journalistes, curieux. Mon cœur battait vite, mais je n'avais pas peur. J'ai longtemps cru que ma fragilité était une honte, ai-je dit. Aujourd'hui, je sais qu'elle est ma force, parce qu'elle m'a obligée à me relever, et parce qu'elle me relie à vous. Un silence a suivi, puis des applaudissements nourris, sincères. Je n'avais plus besoin de reconnaissance, mais ce moment m'a donné une paix nouvelle. En sortant de la galerie, je suis montée sur le toit, celui d'un vieux bâtiment voisin. Le vent soufflait fort, comme ce soir d'autrefois. Mais cette fois, je ne me tenais pas au bord. Je regardais les lumières de la ville et je souriais. Le passé ne me faisait plus peur.